Chers collègues, je vois votre santé et en préambule de saluer celles et ceux, et Jean-François premier chef qui, au dernier conseil municipal de la mairie d'Attitude Durable, et grâce à sa proposition, désormais il n'y a plus de bouteilles plastiques, c'est de la bonne eau de Volpénil certifiée, dans de belles carafes et de beaux verres. Voilà. Et je vous assure qu'elle est excellente. Donc voilà, merci Jean-François. De temps en temps, tu as de très bonnes idées. Monsieur Pratola, j'ai une suggestion à faire. Dites, monsieur Pratola. On peut échanger nos carafes à chaque fois parce que c'est pas. Ou alors vous les remplirez vous-même au cas où il y aurait la moindre. C'est la fin d'été. La moindre situation. La citoyenneté. Bon, chers collègues, heureux de vous retrouver. Je vois que certains encore de très belles mines. Je vois celles et ceux qui sont partis en juillet et qui ont déjà commencé à travailler. Je vois des nouvelles coupes de cheveux aussi, assez singulières, mais j'adore celles qui les portent. Et heureux de voir aussi certains qui sont sur leurs deux jambes. Les avertis comprendront. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle rentrée. Une rentrée un peu singulière, un peu exceptionnelle. Et apparemment, je remercie celles et ceux qui ont répondu à notre invitation parce qu'on commence avec un ton badin. Mais il y a aussi des sujets graves que nous aborderons et qui concernent bien sûr la rentrée scolaire. C'est un des sujets dont nous avons souhaité débattre ce soir et sur proposition de Pierre Carassus qui m'a glissé à l'oreille à juste titre d'inviter les associations de parents d'élèves comme Jacqueline et je me permettrai au cours du conseil de proposer une suspension de séance et d'inviter les représentants d'élèves qui bataillent depuis de nombreux mois et bien nous faire partager ou leur émoi ou leur satisfaction comme leur récrimination et qu'ensemble nous établissions ce que devra être, j'espère, encore une fois une bataille car la bataille est loin d'être gagnée. Alors, toujours en guise de préambule et pour faire plaisir à M. Pratola, parce que ça faisait longtemps que nous n'avions pas glissé une délibération sans avoir pu le prévenir dans le délai, mais comme je le sais, grand sportif, je propose que nous abordions, ça a été rajouté sur vos tables, un bordereau d'adhésion à l'Andes, sur proposition de notre collègue Corinne Magnifico, qui est l'association nationale des élus en charge des sports, ainsi que la dernière version qui peut-être sera modifiée, c'est Jacqueline, qui heure par heure suit la situation d'évolution de nos effectifs, qui est ce vœu que nous soumettrons au vote et à débat. Et comme le suggérait Pierre Carassus, si nous l'adoptons, et je n'en doute pas, à l'unanimité, mais ça je le fais chaque fois le pouvoir, eh bien nous l'enverrons ce soir à l'inspection d'académie, symboliquement. Donc Fabrice Boulard fera des heures supplémentaires, puisqu'il a déjà trouvé toutes les adresses email de l'inspection d'académie. Voilà. Alors, comme le veut la règle, je vais faire part des procurations. Donc M. Dussidour donne pouvoir à M. Claudie Pratola, Mme Lec donne pouvoir à M. Pierre Carassus et Chantal Baudet à votre serviteur. Voilà. Alors, désignation du secrétaire de séance. On a beau être le meilleur d'entre les meilleurs, et bien cette fois-ci exceptionnellement, ce sera Pierre Carassus qui sera secrétaire de séance, il l'accepte. Pour bien montrer que même maire honoraire, on peut être aussi un grand secrétaire de séance. Pierre, est-ce que tu acceptes cette proposition? Oui, il y a un stylo qui est tordu, mais je vais bien. Je t'en sais plus, Pierre. Alors, premier point à l'ordre du jour qui porte sur la situation scolaire. Je reprends un ton un peu plus grave pour ouvrir ce débat. Demander ensuite à certains de mes collègues par école de bien vouloir nous faire un point. C'est Pierre alors qui fait la synthèse et avec quelques éléments d'interprétation. Alors, rentrée singulière et paradoxale et vraiment sans esprit polémique et pour bien montrer que malheureusement Volpénil n'est pas exemple d'un contexte national, de rappeler que malheureusement entre 2007 et 2010 ce sont plus de 80 000 postes d'enseignants qui ont été supprimés. C'était une volonté du gouvernement précédent. Je rappelle que ça représente quand même 9% des effectifs du corps enseignant dans l'éducation nationale. C'est dire la mesure et qui explique pour partie
pourquoi, je dis bien pour partie, en quoi Volpénil a été affecté. Je reviendrai sur quelques éléments historiques ensuite pour éclairer nos débats. Je dis en partie parce qu'il y a aussi des réalités démographiques que connaît notre ville et explique aussi les raisons pour lesquelles le solde migratoire négatif dont nous avons déjà parlé ici, dans notre commune, dont on peut dire maintenant, on a fait quelques recherches, qu'il est né, on peut dire, en 99 et s'est accéléré sur ces dernières années, il a par voie de conséquence affecté la population scolaire et partant modifié le nombre de classes dont nous disposerons pour la rentrée 2012. Il y a quelques lueurs d'espoir, et je ne le dis non pas pour dire c'est mieux aujourd'hui qu'hier, mais quand même, à la faveur d'un changement politique, l'école, et j'espère que tout ça sera traduit dans les frais, mais dans les faits, pardon, non pas dans les frais, mais les premiers éléments, des premiers actes ont été posés, l'école redevient une priorité nationale. J'en veux pour preuve le recrutement pour cette rentrée de 1280 professeurs supplémentaires en primaire, mais aussi pour accompagner les enfants qui souffrent de handicap. De préciser aussi qu'il y a désormais aussi un réménagement du temps des jeunes enseignants qui vont enfin de nouveau pouvoir suivre une formation puisqu'ils vont y consacrer des mémoires une demi-journée par semaine, qu'on va créer des écoles de professorat et d'éducation dès 2013, d'une manière générale, renouer avec cette exigence qui est la formation des enseignants. Et nombre d'entre vous qui sont ici autour de la table pour l'avoir été ou avoir eu cet honneur savent combien il est nécessaire de passer par cette épreuve de formation, je dirais, comme dans tous les métiers, peut-être plus encore lorsqu'on doit faire œuvre d'enseignant. Et enfin, ça a son importance, le relèvement de 25% de l'allocation de rentrée, voilà, dans des temps difficiles. Le rallongement, ça c'est un débat sur la question des temps scolaires, et notamment des périodes de Toussaint qui passent maintenant à 2 semaines de congé, avec donc une vraie coupure avec le premier trimestre. Enfin, et c'est l'essentiel, et c'est ce qui doit nous faire prendre date, ce que nous disons parents d'élèves comme élus de tous bords, que la bataille qui est aussi à venir la prochaine rentrée, le ministre a pris l'engagement, et je pense que ça sera traduit dans la loi de finances qui sera débattue avant la fin de l'année, qui porte la création de 22 000 postes en 2013, soit 2 fois plus qu'avant. Donc, avant d'arriver à combler les 80 000 postes. Voilà, je voulais juste préciser ces éléments de contexte difficiles en cette rentrée pour nous. Je laisse maintenant peut-être le soin à Pierre, peut-être de nous dresser à la fois une photographie et que nous partagions les chiffres en notre possession à l'heure où nous parlons. Puis ensuite, d'ouvrir le débat avec les associations et je vous ferai partager d'autres éléments quantitatifs sur un peu l'évolution sociologique dans la commune. Voilà. Je donne la parole à Pierre et ensuite, si certains veulent déjà réagir, et ensuite, je vous donne à Thiago, on fera une suspension de séance. Bien, alors avec Jacqueline, Josette qui était à Romain-Roland, d'autres élus, Jacqueline qui a fait le tour des groupes scolaires avec Pierre, puis Anselme qui était à Rouchon, Anselme Massari, et Ginette Moreau qui était à Gaston-Dumont. Il y avait plusieurs élus dans chaque groupe ou école, toutes les sensibilités du conseil qui étaient présents, et c'est la traduction d'une implication effectivement de l'ensemble du conseil, sans préjuger des décisions que nous prendrons. Donc, je rappelle, là, puisque tu donnais quelques chiffres, que le nombre d'élèves par classe en moyenne, les derniers chiffres que l'on a au niveau de la France, est de 22,7. Alors, on se donne quelquefois des allures de pays à l'avant-garde. On est ridicule par rapport à la moyenne de l'OCDE. C'est 21,4. 22,7, c'est pour les pays. Et au niveau de l'OCDE, donc avec des pays qui sont censés être beaucoup plus ou beaucoup moins riches que nous, la moyenne est de 21,4. Alors, à Gaston-Dumont, il y a 234 élèves. Bon, les chiffres peuvent varier à 1 ou 2, on en parle encore tout à l'heure de Jacqueline, mais c'est le dernier que nous avons. Alors, 234, si on avait gardé les 10 classes comme on les avait, bien on était au-dessus de la moyenne nationale, puisqu'elle est de 22,7, donc ça faisait 227.
Résultat, il y aura 2 classes à 2 niveaux, l'une à 27 élèves et l'autre à 25 élèves. Je pense que ça doit pas être de tout repos pour l'enseignant qui se trouve confronté à cela. À Romain-Rolland, on est à 227, au moins égal à la moyenne, puis ça peut changer un peu, hein, avec 2 niveaux aussi, l'un à 25 et l'autre à 24. Alors je parle là des primaires. Hein. Et à Beuve-Égantier, on est à 234, 2 niveaux aussi, là avec un peu moins d'élèves, mais enfin c'est quand même au-dessus de la moyenne de studio, un niveau à 22 et l'autre à 23. Pour les maternelles, il y a 121 élèves à Rouchon, non, à Gaston-du-Mont, pardon, avec un maximum, jusque-là, l'année passée, on avait des classes avec un maximum de 27-28 enfants. Là, il y a 3 classes à 30 et une à 31. À Romain-Rolland, ça n'a pas bougé, il y a 5 classes, hein, c'est ça, ça n'a pas bougé. Et à Rouchon, on a 108, donc on avait jusque-là des classes à 26, il y en aura 2 à 28 et les autres avec un peu moins. En fait, la baisse d'effectifs, elle est au total de 50, hein, 15 en maternelle et 35 en primaire. Alors, c'est vrai qu'objectivement, il y a une baisse d'effectifs, comme je viens de le dire. Elle est aussi, cette baisse est un peu le résultat d'une politique que nous avons voulu. Et quand je dis nous, c'est la population, si nous avons voulu maîtriser l'urbanisation. Cela étant, quelques esprits chagrins ici même nous ont dit que c'est le manque, cette baisse de la population ou cette stagnation, c'est un manque d'attractivité de la commune. C'est faux parce qu'en définitive, on constate que les résidences principales, selon les critères de la loi SRU, ne font que progresser. Alors il y a des fluctuations, hein. Mais en 2001, on était à 3892 résidences principales. En 2011, on est à 4235, donc plus 345. Alors quand je dis qu'il y a des fluctuations, par exemple, en 2007, il y a eu une chute, on était à 4098, alors qu'on était à 4162 l'année d'avant, mais dès l'année d'après, on avait rattrapé puisqu'on était à 4155. Et de 2008 à 2011, on est passé de 4155 à 4235, donc plus 80 résidences. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ça, on l'avait un peu appréhendé parce qu'on sait bien que quand il y a des familles qui viennent s'installer, et c'était le Clos Saint-Martin, je rappelle que le dernier permis de construire a été accordé en 2010, on sait que la structure familiale change. Et elle a profondément changé à Volpény. En 1999, parce que c'est les derniers chiffres qu'on a, hein, on avait 3,3 résidents par famille. En 2008, 2,6. Ça fait 0,7. C'est important. Alors, des ménages à une personne, c'est un peu curieux. C'est comme ça que répertorie, disons, l'INSEE. En 1999, il y avait, ça représentait 19,4% de la population. En 2008, c'est 22,9%, donc 3,5% de plus. Et en particulier les femmes, puisque c'est passé, pour les femmes, c'est passé de 11,7 à 14,6. Donc il y a beaucoup, il y a 3% de plus de femmes seules. Et les couples sans enfants, en 99, c'était 24,7, et en 2008, c'est 27,7. Donc ça fait 3% de plus. Donc moi je pense que là, on a une explication non négligeable par rapport, je dirais, à l'évolution du public scolaire. Et c'est vrai qu'on l'avait plus ou moins anticipé. Évidemment, on ne l'avait pas apprécié dans de telles proportions, mais la volonté que l'on a, notamment à travers le programme dit du chemin vert, de construire pour permettre aux personnes âgées qui le souhaitent de pouvoir se loger et surtout aux jeunes couples de pouvoir s'installer, fait partie de cette approche. Mais je crois qu'il faut bien mesurer qu'effectivement il y a une tendance lourde dans la commune sur, je dirais, une modification des structures des familles qui, effectivement,
un moins grand nombre d'enfants, alors que le nombre de résidents, d'ailleurs ça se voit à travers les impôts, hein, le nombre de résidents n'a pas changé, le nombre de résidences, pardon, n'a pas changé. Voilà. Chiffrer le camp, je voudrais juste pour compléter les propos de Pierre Carassus, excusez-moi, c'est un peu à distance, et vous montrer l'évolution de cette courbe démographique. Alors, je suis désolé, vous avez tous des très bons yeux, contrairement à moi, qui portent sur la période 99-2009, 2009 étant les derniers chiffres considérés comme validés, certifiés au regard des données de l'INSEE. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand vous prenez les 3 tranches d'âge qui vont de 0 à 14, en bleu, donc c'était 99, et 2009 en rouge. Si vous prenez la tranche d'âge 0,14, 15-29 ou bien 30-44, toutes chutent, et en particulier, de manière très virulente, les 30-44 ans, ce qu'on pourrait réputer comme les jeunes couples. Et à l'inverse, si on prend ce dont on parle souvent ici au conseil municipal et ailleurs, sur l'évolution de la courbe démographique des 45-59, c'est-à-dire des gens beaucoup plus âgés que nous tous, ou bien les 60-74, nous en sommes fort loin, et 75 et plus, c'est pour demain, vous voyez au-delà de la boutade qu'il y a un rapport de proportion où chaque fois on est entre du 10, 12, ou enfin entre 8 et 12% d'augmentation. Cet élément, cette photographie démographique vient en tout cas compléter ce que disait Pierre dans l'évolution et dans la sociologie de notre ville, qu'il convient aussi dans notre combat d'intégrer. Voilà, il ne faut pas être complètement aveugle et d'adopter les bons critères et de rappeler tout de même, si on prend, et permettez-moi encore de juste redonner quelques chiffres, parce que l'histoire quelquefois est instructive. En 90-91, il y avait 1035 élèves à Volpénil. Le pic de primaire et maternelle, oui, pardon, excuse-moi, tu as raison de le préciser, Pierre. Le pic a été atteint en 96-97 avec 1346 élèves. C'est une augmentation de 30% par rapport à 90-91. La décrue, elle s'amorce dans les années 97-98. On passe à 1180. Ce que disait Pierre, dire que la maîtrise de l'urbanisation a eu cet impact. Conforté 2008-2009 par une nouvelle baisse de 13% puisqu'on passe à 1056. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que si on fait le rapport avec l'année 90-91, on est quand même au-dessus des chiffres de fréquentation scolaire. En revanche, ce qui a changé, c'est qu'on a 2 classes de moins. On est passé de 42 à 40 classes. Voilà. Et là, excusez-moi, ce sont les décisions politiques qui ont modifié le taux d'encadrement et la moyenne acceptable par classe qui expliquent en quoi aujourd'hui Volpénil est sanctionné. Je prends un chiffre, 90-91, moyenne par maternelle, 27,85, élémentaire, 23. 27,5, 23. Aujourd'hui, 2012-2013, 27,7 en maternelle, 25,7 élémentaire. Voilà. 2%. Donc, ça signifie qu'il fut un temps, on considérait quand même que le niveau minimum d'encadrement correspondait au nombre de classes et d'enseignants. Voilà. 90-80. Voilà. Donc, voilà, pardon, on était un peu long, les éléments de contexte dans lesquels on s'inscrit. Ce que je propose, c'est si nos collègues veulent réagir, commenter, ensuite je vous proposerai une suspension de séance pour que les représentants des parents d'élèves puissent s'exprimer, et enfin, à Jacqueline qui a travaillé sur ce vœu, et vient de bien vouloir nous le présenter, car Jacqueline est discrète, mais elle est à la manœuvre et fait un travail de fond quand même depuis de nombreuses semaines avec les services, donc on considérait que l'honneur lui revenait. En plus, une voix douce et agréable, comme chacun le sait. Mais y a-t-il donc des collègues élus qui souhaitent commenter, réagir? Monsieur Pratola, vous avez la parole. Voilà, donc une question sur les logements qu'il va y avoir sur les terrains rouges. Vous pouvez nous rappeler la répartition en type de logement F2, F3, F4, F5? Pour la bonne et simple raison, c'est que là, c'est l'avenir des enfants et des élèves supplémentaires qui vont remplir nos classes. Absolument. Non, mais on pourrait rajouter, M. Pratola, outre le programme des 10 feux terrain rouge et désormais terrain vert, on peut y rajouter ce qui est en construction rue de Seine, ce qui devrait sortir rue de la Flotte, puisque le chantier devrait débuter début 2013,
et de rappeler, parce qu'on l'avait fait lors d'une réunion avec, à l'inspection d'académie où nous sommes allés avec les parents d'élèves, aussi l'ensemble des permis de construire qui ont été déposés et sur lesquels, alors là, on a une connaissance un peu plus fine de la typologie de famille qui nous permet de savoir si potentiellement ils ont ou viendront faire des enfants à Volpénil, car c'est une terre propice et très fertile. Voilà, certains ici le savent. Uniquement sur les projets on essaie de les achats. Non, mais parce que les permis de construire, c'est un autre. Non, mais un autre tableau. Je vais répondre à votre question, mais je me permets d'insister parce que c'est l'ensemble de ce spectre, et je le dis pourquoi, car nous avons une perception précise sur les permis de construire de maisons individuelles d'extension de la sociologie des familles qui arrive. Et donc c'est un argument opposable à l'inspection d'académie quand on lui dit ne fermez pas une classe parce que potentiellement il y a 6, 7, 8, 9 enfants. Vous savez qu'à Volpénil, à quelques unités près, et nous ne désespérons pas, tu nous en diras un petit plus, Jacqueline, qu'une classe, sur les 5, bon, en tout cas il y en a certaines c'est définitif, d'autres sont des possibles révisions. Sur les terrains verts, de mémoire, mais Tu peux le compléter un petit peu si tu veux. Ginette est meilleure là-dessus, mais, non, mais je ne suis pas donnerai forcément meilleure, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Hein. Mais à part le fait qu'on a un petit peu plus de F2 que ce que le font en général les bailleurs sur le plan, disons en général sur le plan national, on en a demandé un petit peu plus, ça vous savez, on a donné nos raisons. Il y a à peu près 70% de F3 et de F4. On a également très peu de F5 parce qu'en fait des familles très très nombreuses, on n'a pas énormément de demandes sur la commune. Donc c'est à 70% F3 F4. En fait, c'est la réponse, Pierre Carassus l'a précisé, on poursuit un double objectif. D'une part, c'est mutation de nos aînés qui, pour des raisons de commodité, de confort, voire de sécurité, ont besoin d'accéder au logement de plein pied. Donc là, il y a une partie de la réponse, mais au même titre que ce qui a été fait rue en son temps, rue Sirodin. Sirodin était déjà dans cette philosophie. Et la seconde, qui correspond, quand on fait le stock de demande de logement entre 300 et 400 à l'échelle de la commune, au sens large, Béni-Vauxois, c'est quoi? C'est 160 aux environs de 200. Environ 200. On a, dans le cahier des charges, rappelez-vous, vous étiez membre du comité stratégique, M. Pratola, la typologie correspondait aussi à une réponse à ce qu'étaient les demandes des familles des Béni-Vauxois, notamment des jeunes couples, qui soit sont dans un parcours résidentiel, soit en situation de recherche locative, soit en accession sociale à la propriété, qui va être une grande part de notre projet, en collectif comme en individuel, ou en accession à la propriété, et sans trahir de secret, parce que nous reviendrons dans le conseil municipal pour faire un point sur le programme, ça ne sort pas d'ici, et ce n'est pas du tout enregistré, et donc ça ne sera pas sur le net, mais les prix des maisons notamment, qui étaient considérés comme élevés pour ceux qui avaient fait cette démarche d'ex-côté, devraient considérablement baisser, mais je propose que nous aurons complètement finalisé le dossier de revenir dans le conseil municipal pour faire un point là-dessus. En tout cas, voilà, au moins on répond à j'espère, M. Pratola, votre question sur la typologie des logements, qui j'espère nous permettra de aussi relever le défi du nombre d'enfants. M. Pratola. Même si le mot est impropre, avez-vous quantifié le nombre d'enfants qu'il peut y avoir, à peu près, entre les 3 programmes que vous avez cités? Écoutez, malheureusement, et Ginette nous le rappelait, c'est qu'on a eu 2 exemples où une fois on était en deçà d'une perspective et quelquefois au-delà de nos espérances. C'est-à-dire qu'il est très difficile, alors je pourrais vous inventer un chiffre, on a une petite idée, mais c'est compliqué sur les 90 logements qui vont sortir de terre, de vous dire aujourd'hui, c'est pas pour éluder la question, mais ça serait pas sérieux, voilà. Et à telle enseigne, parce qu'il y a des témoins ici, que nous n'avons même pas avancé de chiffres devant l'inspection d'académie, par honnêteté intellectuelle, en lui disant il était facile de dire 91 logements, 50 enfants. On leur a dit voilà, vous avez aussi vous une expérience en la matière, voilà le nombre de logements que nous allons créer, c'est pas nous qui les créons, nous créons les conditions de leur érection. Après, vous avez des éléments statistiques. Voilà. Sur les permis individuels, si ça je peux vous dire, en gros, on a une petite idée sur le nombre d'enfants. Ouais. Ce qui nous rend un peu optimistes sur la prochaine rentrée. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions, M. Pratola? M. Franzi. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre intervention et elle m'interpelle.
C'est donc une intervention réussie. Tout à fait. Plusieurs points. Le premier, si j'ai bien compris, dans la tranche d'âge 30-44, c'est pas vous. Ce n'est plus moi. Si j'ai bien compris, c'est là que nous avons la chute maximale démographique. Ce qui est gênant, c'est que c'est cette période-là qui donne un taux de natalité supérieur à 2. Les questions qu'il faut peut-être se poser, et j'ai pas entendu là-dessus votre réflexion, c'est qu'est-ce qui fait que dans une commune où a priori nous avons une dotation particulièrement attractive, personne ne dit le contraire autour de cette table, ni même dans l'agglomération, qu'est-ce qui fait alors que nous sommes une commune attractive, qu'est-ce qui fait que pour cette tranche d'âge-là, alors que nous avons tous les éléments qui peuvent être intéressants, qu'est-ce qui fait que justement c'est là que nous avons l'hémorragie maximale? Je pense que la question mériterait d'être posée et plutôt que le sourire, je préférerais une réponse. Ça c'est le premier point. Dans un deuxième temps, s'il vous plaît. Dans un deuxième temps, effectivement, si l'on fait des projections sur le futur, est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause de l'ensemble des investissements de la commune visant justement ce qu'on peut appeler le pôle jeunesse? Est-ce que ça n'est pas une remise en cause de la finalité de nos investissements? À partir du moment où il y a une déviation de notre démographie, est-ce que ça n'est pas un axe différent qu'il faut envisager? Voilà, ce sont des questions. Je pense qu'elle mérite d'être creusée parce que la vraie question elle est là. Pourquoi, quand on a ce qu'il faut, on n'attire plus? Et quand on a je dirais un objectif tourné vers effectivement la petite enfance, et disons-le, je le répète, j'ai jamais été gêné là-dessus, quand on a effectivement des éléments parfaitement intéressants et attractifs, on ne le devient plus. Madame Moreau, je peux avoir peut-être une idée là-dessus par rapport à moi, ce que je ressens au niveau des banques de logement, etc. Donc on peut faire aussi une petite analyse par rapport à ça. Il faut savoir je pense qu'entre 30 et 40 ans, c'est aussi là où il y a le plus de couples qui se séparent. Donc aujourd'hui, quand un couple se sépare, même si on garde un des deux avec les enfants, souvent le deuxième ne reste pas sur le pays parce qu'on n'a pas la possibilité d'offrir un logement à la deuxième personne. Bon, il se trouve aussi que c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des petits logements parce que on s'aperçoit que des fois celui qui ne garde pas les enfants, il s'en va et quitte le pays, que la personne qui a les enfants. Et oui, mais il ne reste pas, donc ça fait quand même du monde qui s'en va, c'est pas forcément les enfants, c'est les personnes. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens, il y a plus de gens entre 30 et 40 ans, c'est pas forcément des couples entre 30 et 40 ans, ce qu'on peut dire. C'est la période de natalité de référence. Oui. Non, c'est là où je me permets d'apporter un codicile sans jouer les apprentis démographes, mais avant de vous répondre sur cet élément que vous pointez, je pense que vous commettez une erreur d'interprétation en considérant que c'est un défaut d'attractivité qui expliquerait l'évolution démographique. Mais moi je l'ai compris comme tel, en disant nous sommes attractifs, mais on n'arrive pas à faire venir une nouvelle population. Ce n'est pas en ces termes que ça pose. C'est bien évidemment parce que nous sommes attractifs que nous rencontrons un certain nombre de problèmes, ils sont macroéconomiques. C'est que la rareté, en particulier, fait augmenter le prix du mètre carré dans le pays. Que ce soit sur le foncier non bâti ou sur le foncier bâti, en plus, sans mauvais jeu de mots, vous êtes un professionnel dans la matière, si vous prenez l'évolution, tout quartier confondu, de l'évolution du prix du mètre carré, si vous vous intéressez aux droits de mutation, vous constaterez, et c'est ce qui fait aussi l'attachement des péniboxes à leur ville, c'est que leur bien mobilier ne se dégrade pas. Bien au contraire, il évolue dans des taux qui sont quelquefois supérieurs à l'inflation. Ceci est conforté de surcroît par le fait qu'il y a une très faible mobilité. On remarque toujours les 4 panneaux à vendre, mais ramené aux 4500 foyers de notre commune, l'offre, j'en ai pour preuve, il fut un temps, il y avait 3 agences immobilières, il n'y en a qu'une aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, j'ai encore rencontré un agent immobilier de Bois-le-Roi qui s'interroge sur le fait de transférer son agence à Volpénil. Pour une ville peu attractive, ça interroge.
eux savent très bien comment évolue le marché. Donc, faible mobilité, nous vieillissons tous, chers amis. Et parmi nous, l'essentiel, à part pour certains des raisons familiales, médicales ou de rapprochement ou de choix de vie, sont attachés et restent à Volpénil. Peu de production de logement, un attachement, peu de mobilité, une évolution, un renchérissement du prix du mètre carré, la rareté foncière. Écoutez, j'en veux pour preuve que l'un des moyens que nous avons trouvé pour créer du logement, c'est de céder des terrains de football. Ça doit nous interroger. Coup de génie, vous nous direz, de l'équipe municipale majoritaire. Mais néanmoins, au-delà de cette chance et de coup de génie, ça doit aussi, là aussi, nous interroger. Et en revanche, sur la question de la natalité, puisque nous sommes le pays d'Europe, hors Europe centrale, Europe de l'Est, qui a le taux de natalité le plus fort, puisque nous ne sommes pas loin de ce qu'on appelle le renouvellement naturel, qui doit être à 2,1 de mémoire, si les choses n'ont pas changé depuis que je révisais pour mes examens, qui permet le renouvellement de génération. Voilà, pour mémoire, je crois que l'Allemagne est en dessous de 1. Or, je crois que vous faites une petite erreur, on vérifiera M. Franzy, puisque c'est l'âge des femmes qu'il faut prendre en considération, et non pas la moyenne confondue hommes et femmes. La natalité française des dernières années, c'est en dessous de 30 ans pour les femmes. Nous sommes, je pense, un tout petit peu en Île-de-France, dans les zones sururbaines. On a un prisme différent parce que ce n'est pas la même chose dans les zones sururbaines et dans les zones périurbaines et rurales. Voilà. Et la natalité, elle n'est pas en Île-de-France. Hein. Elle n'est pas en Île-de-France. Mais on vérifiera ce point. Enfin, faut-il, dites-vous, modifier nos stratégies d'investissement? Ah non. Ah non, non, non. C'est bien l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut mener de front à la fois une capacité de renouvellement, créer une offre. On a tous ici pris un engagement en 2008 de créer des logements et en créant de la mixité. Et il faut l'accompagner de réinvestissement dans les équipements qui font la qualité et la réputation de Volpénil. Vous le savez tous ici. La réputation de Volpénil repose d'abord, au-delà de la qualité de ses élus, sur l'offre en direction de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Et j'ai presque envie de dire, il faut investir et se réinventer. Car si on veut attirer les nouveaux couples, et on a plein d'idées, vous allez voir dans quelques mois, il faut sur ce terrain, il faut conforter et encore agrémenter. En revanche, et on l'a déjà évoqué ici en d'autres instances, ça doit se compléter d'une nouvelle orientation que nous venons tous de constater, c'est-à-dire le vieillissement de notre population, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez, je vois que c'est Alexandrine qui nous rappelait encore ce chiffre, on doit être pas loin de plus de 1100 personnes de plus de 75 ans, nous avons la responsabilité politique de prendre en considération ces éléments et alors d'envisager de nouveaux investissements qui ne relèvent pas seulement, je dirais, d'enjeux de mobilité, et ils sont énormes. Accéder à cette salle du conseil municipal, et ça y est, vous verrez, ça va sortir de terre, avoir un ascenseur, mais c'est aussi pratique que ça. Les aménagements que nous avons faits récemment sur l'ensemble de l'espace public et des bâtiments publics, mais au-delà de ces aménagements physiques, de penser, et Colette et Françoise y travaillent ardemment, elles feront un certain nombre de propositions aux assises de nos années, avec Jean-François, pardon, que j'avais oublié. Vous avez appelé ça les assises de la solidarité avec les aînés. Voilà, aux aînés. Qui est un moment de débat le 29 septembre à l'initiative des 3 élus que j'ai cités pour engager un débat. Il faudra derrière développer des politiques publiques, car mourir la belle affaire, mais vieillir, nous serons tous concernés. Voilà. Brel. Bravo, Brel, dans. Voilà. C'est comme les chiffres de natalité, c'est au prochain conseil municipal. Est-ce qu'il y a... Ah, monsieur Franzy, vous vouliez réagir sur la fertilité des femmes? On ne va pas attendre le prochain, effectivement, monsieur Révaux, vous avez parfaitement raison, puisque l'âge pour le premier enfant est de 29 ans. Je m'en sors bien. Si mes calculs sont bons, le deuxième ne peut arriver qu'à peu près à 30 ans quand même. Donc on n'en est pas tout à fait loin. Ce qui veut dire, et je le répète, et je pensais qu'en reformulant tout à l'heure mon propos était clair, dans mon propos, aucun jugement, juste une interrogation. Et je le répète, qu'est-ce qui fait que, alors que nous sommes attractifs, je pense que ça c'est clair, qu'est-ce qui fait que justement nous n'avons pas cette population qui, elle, est génératrice, si je peux dire, d'enfants et alors qu'on est dans la bonne tranche. Or, vous qui êtes un bon père, monsieur, vous qui avez fait une belle famille, merci. Vous avez vocation à rester, et pour plein de raisons, voilà, parce que vous êtes un enfant de Volpénil, plus longtemps que nous ici, vous allez rester, vous allez vieillir, vos enfants vont bouger, mais si demain vos enfants veulent acquérir un terrain ou trouver une maison à vendre, il y en a peu. C'est ça la réalité. Et nos enfants partent aussi. Moi, j'ai ma fille, ça y est, elle est partie faire ses études.
Moins 1, ça fait 3. Et il n'y a pas d'offre. C'est en cela, mais on faisait tous le même constat en 2008, hein, tous autour de cette table. Il nous faut produire une offre de logement supérieure. Ça prend du temps, c'est coûteux, c'est contraignant juridiquement. Voilà, vous connaissez ici la situation des conditions à réunir pour produire du mètre carré. Voilà, la CDC, si elle ne vient pas en appui, aujourd'hui, quelles sont les institutions bancaires qui peuvent soutenir la création de logements? Combien d'opérateurs privés aujourd'hui sur le marché? 3500 € le mètre carré, récemment une maison près du lycée. 3500 € le mètre carré. Quand vous êtes un jeune couple et vous vous dites je vais enfin passer à mes petits 100 mètres carrés puis mon terminer même de 300 400 mètres carrés, ça fait de l'argent. Si vous n'êtes pas couple à deux travaillant et avec un revenu moyen, on va dire, qui frise plutôt les 3500 4000 €, vous ne pouvez pas. Vous avez du mal à devenir propriétaire. Enfin, c'est ces constants-là que je veux vous faire partager. Hein. Monsieur François.